Une réhabilitation performante se doit de générer des bâtiments sains et pérennes vis-à-vis de l'humidité. Se protéger de l'humidité, c'est d'abord se protéger de la pluie. Nous faisons ici référence à l'art du couvreur et du zingueur. Avec de nombreux détails techniques à gérer, nous, Solin, et collecte des eaux pluviales. Avec l'évolution des bâtiments, les professions se sont adaptées, celle d'étancheur est apparue. Pour la protection des façades, c'est le savoir-faire du maçon, du façadier et du menuisier qui est sollicité. Afin d'assurer la protection globale à la pluie, mais également limiter les salissures, on ajuste les débords de toiture, entourage de fenêtres, arrêt d'acrotère, appui de fenêtre, bas d'enduit. Nombre de ces éléments finissent par un profil goutte d'eau. En pied de mur, la zone de rejaillissement est marquée avec des matériaux peu sensibles à l'eau et peu capillaires. Lors d'une rénovation, on veillera à ne pas contrarier ces protections nécessaires. Et si le diagnostic repère des dysfonctionnements, il faudra y remédier. C'est le cas si la couverture laisse apparaître quelques fuites, ou lorsque la façade n'est pas totalement imperméable à la pluie. Il faudra alors envisager la réfection des enduits, joints de maçonnerie, entourage de fenêtres, ou la pose d'une nouvelle vêture ou d'un hydrofuge. Si le projet envisage une isolation extérieure, le fait que la façade à rénover ne soit pas imperméable à la pluie est moins crucial, mais on s'appliquera à respecter l'ensemble des détails notifiés dans les documentations techniques, particulièrement ceux des programmes RAGE 2012 et PACT. La seconde arrivée d'humidité dans le bâtiment concerne les remontées capillaires. Là, nous faisons appel au savoir-faire des maçons et des terrassiers qui cherchent d'abord à limiter l'humidification du sol. Éloignement des eaux pluviales, ajustement de la pente du terrain, réalisation de drains si le sol n'est pas suffisamment percollant. Enfin, les sols non imperméabilisés, voire végétalisés, sont préférés car ils gardent une grande capacité de séchage. Pour les sols intérieurs et pieds de mur, nous trouvons traditionnellement des caves ventilées ou sur terre-plein, un blocage de cailloux appelé hérisson. Côté extérieur, des sols reconstitués pour faciliter l'écoulement de l'eau et un enduit peu sensible à l'eau protège le mur. La partie basse des murs est souvent réalisée avec des matériaux peu sensibles à l'eau et peu capillaires, tel un appareillage de pierre dure. En traitant ainsi l'entourage des bâtiments et les bas de mur, les remontées capillaires ne causaient alors aucun désagrément. Désormais, une partie de ces savoir-faire a disparu, sans doute du fait que les matériaux de construction actuels sont en général moins sensibles à l'eau. Néanmoins, on cherche encore à composer avec la pente du terrain et à éloigner les eaux pluviales. Pour les pieds de bâtiment, on combine sol percolant et drain, et le parement des murs reçoit une étanchéité ou une nappe drainante. Enfin, une coupure de capillarité vient stopper toute velléité de remontée capillaire. Côté intérieur, nous trouvons un sous-sol ou un vide sanitaire aéré, ou, sur terre-plein, un film polyane sous un blocage de cailloux. Lors d'une rénovation, on cherchera d'abord à composer avec les techniques de l'époque de construction pour se rapprocher de l'équilibre originel. Si des matériaux sont endommagés, les remplacer. En présence de peinture d'étanchéité et d'enduit ciment extérieur, les déposer. Si des traces d'humidité persistent, les techniques s'adapteront. Enduit assainissant, isolant capillaire insensible à l'eau, enduit isolant, double cloison isolante. Parallèlement, des techniques sont proposées pour traiter les bas de mur. Injection de résine, électro-osmose. Leur efficacité et compatibilité avec les matériaux étant complexes à démontrer, l'intervention d'un professionnel indépendant est nécessaire avant toute prise de décision. La troisième source d'humidité provient de la vapeur d'eau. Une famille de 4 personnes, c'est par exemple 10 litres d'eau sous forme vapeur produite par jour, par la respiration, la vaisselle, la lessive. Afin de limiter les condensations qui dégradent l'air intérieur et les matériaux, il faut renouveler régulièrement l'air intérieur, traiter les gros ponts thermiques car ils concentrent condensation et moisissure en hiver, avec des parois étanches à l'air. Sinon, l'air intérieur s'y engouffre et y condense aussitôt qu'il fait froid dehors. Pour ce faire, les membranes, panneaux, adhésifs ont remplacé les traditionnels enduits, plinthes, moulures. L'objectif est le même, le résultat très performant. Un des avantages des rénovations basse conso est de respecter ces 3 conditions. Mais l'étanchéité de l'air n'est jamais totale, et les matériaux tous plus ou moins ouverts à la vapeur d'eau.
Un peu de cette dernière entre dans les parois et condense en hiver. C'est le point de rosée. Il faut composer avec. Poser un isolant modifie la température des parois. Dans le cas d'une isolation extérieure, cela limite les condensations. Avec une isolation intérieure, ça les augmente. Après 40 ans d'expérience, les règles de mise en œuvre de l'isolation se sont fiabilisées. Ces principes de base sont connus. Côté extérieur de l'isolant. Matériaux très ouverts à la vapeur, et s'il y a des enduits, ils doivent garder un aspect capillaire. Côté intérieur, l'important reste d'avoir une bonne étanchéité à l'air. Mais dans certains cas, on lui demandera également de limiter le flux de vapeur. Les matériaux que l'on posera alors seront selon appelés par vapeur, frein de vapeur ou membrane hygrovariable. C'est là la philosophie générale. On ouvre à l'extérieur, on ferme plutôt à l'intérieur. Mais de nombreuses situations sont spécifiques. De fait, sauf à bien maîtriser le sujet, il est conseillé de respecter scrupuleusement les textes qui régissent la mise en œuvre des isolants. Avant de clore le sujet vapeur d'eau, précisons que les experts échangent encore sur certaines situations. L'isolation intérieure avec des isolants sensibles à l'eau, l'isolation intérieure de murs sensibles à l'eau, murs à base de terre ou comportant des matériaux gélifs ou putrescibles, pans de bois, encastrement de poutres, l'isolation extérieure de murs sensibles à l'eau, particulièrement s'il reste des remontées capillaires. Sur ces divers sujets, restez curieux et n'hésitez pas à solliciter vos organisations professionnelles. Pour finir le tour d'horizon des sources d'humidité, citons le dégât des eaux, la bonne réalisation des installations, leur entretien, le fait de laisser les canalisations apparentes et d'étancher le sol des pièces à risque limite fortement la probabilité de sinistre. L'humidité provenant des travaux. Sur ce sujet, respectez les temps de séchage et l'aération des chantiers. Et pourtant, nous déplorons de nombreux sinistres. Pourquoi ? La peur des infractions nous fait poser les baies rapidement et les laisser fermer la nuit et le week-end. L'évacuation de l'humidité de chantier n'est plus suffisante. Choisir des techniques de construction sèche et ou installer des ventilateurs ou déshumidificateurs de chantier.